L'homme est un être social, mais cette sociabilité comporte un risque majeur, celui de la dissolution de l'individu dans la masse. Si vivre en groupe est une condition de survie et de réalisation, cela peut aussi conduire à des formes de conformisme, de régression et d'aveuglement collectif. Comment rester intègre, lucide et actif au sein d'une communauté sans en devenir l'esclave ou le produit? Dans le chapitre 14 de Les lois de la nature humaine, intitulé Résister à l'attraction descendante du groupe, Robert Greene explore la loi du conformisme. Il y montre que la dynamique de groupe, loin d'être toujours positive, tire souvent les individus vers le bas, perte d'autonomie, contagion des peurs, moralité fluctuante. Mais il propose aussi des stratégies pour résister à cet effacement de soi, et même pour transformer les collectifs en moteurs d'évolution. Cet épisode analysera d'abord les dangers psychologiques de la dynamique de groupe, les effets déstructurants sur l'individu, les règles implicites et manipulations internes, avant de proposer des stratégies de résistance et une perspective positive sur l'usage vertueux du collectif. Robert Greene commence par rappeler une vérité dérangeante. Dans un groupe, l'être humain régresse psychiquement. Il devient plus émotif, plus suggestible et moins critique. Cette transformation s'opère souvent à notre insu. Sous l'influence d'un collectif, nous adoptons des comportements que nous aurions jugés inacceptables seuls. La pensée personnelle se dilue dans l'énergie de la foule. Greene cite les travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules pour souligner ce mécanisme. La masse rend l'individu anonyme, déresponsabilisé, porté à l'extrême. La peur, l'enthousiasme ou la colère deviennent collectifs et donc viraux. Dans un groupe, les émotions circulent plus vite que les idées. Une rumeur, un mot d'ordre, un geste peuvent provoquer une onde de choc immédiate. L'individu capte ces signaux affectifs et les reproduit, souvent sans filtre rationnel. Greene montre que cette contagion affective diminue notre capacité de réflexion critique. Ce phénomène explique des comportements extrêmes, panique en foule, adhésion massive à des leaders violents, ou encore soumission silencieuse à des injustices manifestes. Le groupe devient alors un accélérateur de dérives psychiques. L'un des exemples les plus marquants de cette dynamique descendante est la révolution culturelle en Chine, 1966-1976. Greene décrit comment des milliers d'individus ont participé à des purges violentes, des humiliations publiques, des dénonciations massives. Des étudiants frappaient leurs professeurs, des enfants dénonçaient leurs parents. La logique collective effaçait la morale individuelle. Le besoin d'appartenir, de survivre dans un climat de peur, primait sur la lucidité. Greene y voit un symbole fort. Même les sociétés instruites peuvent sombrer dans la barbarie lorsque l'esprit de groupe supplante la conscience personnelle. L'être humain, par nature, cherche l'acceptation sociale. Ce besoin ancestral d'appartenance pousse l'individu à se conformer aux normes d'un groupe, souvent sans s'en rendre compte. Greene montre que ce réflexe d'adaptation se manifeste dès l'entrée dans un nouvel environnement. On adopte rapidement les attitudes, les codes, voire les opinions du groupe dominant. Ce mimétisme rassure, mais peut aussi éroder la pensée autonome. La peur d'être exclu devient plus forte que le désir de vérité. Ce mécanisme est encore plus fort dans les environnements fermés, institutions, entreprises hiérarchisées, cercles idéologiques ou militants. En cherchant à se fondre dans un groupe, l'individu finit souvent par perdre son propre point de vue. Il devient une projection des attentes collectives. Cette aliénation peut être cognitive, répétition d'idées sans les comprendre, mais aussi émotionnelle. On se met en colère parce que tout le monde est en colère, on se réjouit parce que la foule exulte. Greene avertit que cette perte de repère mène à la désorientation intérieure. On ne sait plus ce que l'on pense vraiment. On s'identifie à une fonction sociale ou à un rôle de façade, au détriment de la construction d'un soi authentique. Dans les groupes, certaines figures charismatiques imposent leur style, leur morale, leur logique. Par admiration, peur ou simple opportunisme, les membres du groupe les imitent, parfois sans s'en rendre compte. Greene insiste sur la puissance de ce phénomène. Le mimétisme est une stratégie de survie sociale, mais aussi un poison pour l'originalité. Quand on imite trop longtemps, on devient étranger à soi-même. La dépendance à l'approbation du groupe devient un réflexe. L'individu cesse d'apprendre, de créer ou de remettre en question l'ordre établi. C'est cette inertie psychique que Greene appelle la chute de l'esprit critique dans le collectif. Tout groupe humain développe une culture propre faite de règles non dites, de tabous et de hiérarchies informelles. Ces codes sont rarement exprimés de manière explicite, mais leur non-respect entraîne une sanction symbolique, isolement, discrédit, moquerie. Greene montre que l'adhésion à ces normes est souvent automatique, l'individu les intériorisant sans en mesurer les effets. Ces règles conditionnent la manière de parler, de se vêtir, de se comporter et même de penser. Elles servent à renforcer la cohésion du groupe mais peuvent aussi inhiber l'indépendance d'esprit, particulièrement dans les groupes fermés ou idéologisés. Au sein d'un même groupe se forment des sous-groupes, les factions.
Ces cliques partagent des intérêts communs, souvent liés à la reconnaissance, au pouvoir ou au contrôle d'un territoire symbolique, réputation, influence, décision. Green observe que ces factions fragmentent les communautés et transforment les dynamiques collectives en lutte d'ego. Les factions fonctionnent selon un principe de loyauté exclusive. On défend son groupe même contre l'intérêt collectif. Elles produisent de la compétition stérile, des tensions invisibles et de la duplicité. En entreprise comme en politique, ces microstructures parasitent la dynamique d'ensemble. Dans tout groupe stable, une élite se forme, souvent constituée d'individus ayant maîtrisé les codes implicites. Green souligne que ces élites ne cherchent pas nécessairement à dominer frontalement, mais à orienter subtilement les normes, les récompenses et les récits collectifs. Elles utilisent l'idéologie, l'émotion ou le mérite apparent pour justifier leur position. Elles promeuvent le sacrifice des autres au nom du bien commun, tout en conservant leurs privilèges. Cette asymétrie morale affaiblit la cohésion réelle du groupe, car elle crée du cynisme et du ressentiment silencieux. La première étape pour résister à l'emprise d'un groupe est d'en reconnaître l'influence sur soi. Green recommande une vigilance permanente, observer nos réactions, nos opinions, nos postures, et se demander si elles nous appartiennent vraiment. Ce retour réflexif est une forme d'hygiène mentale. Il s'agit de réintroduire un espace intérieur entre stimulus collectif et réponse individuelle. Questionner systématiquement ses jugements, refuser les généralisations faciles, s'interroger sur ses motivations sociales permet de préserver une autonomie intellectuelle, même dans des contextes fortement normés. Green suggère une posture d'observateur, adopter une distance mentale qui permet de décrypter les logiques du groupe. Cela ne signifie pas s'exclure, mais comprendre les dynamiques à l'œuvre sans s'y dissoudre. Regarder les rituels, les expressions, les comportements comme si l'on étudiait une tribu permet de désacraliser les normes implicites. Cette prise de hauteur renforce la capacité à choisir ce que l'on intègre consciemment et ce que l'on rejette. La résistance ne consiste pas à se marginaliser, mais à préserver une voix propre. Green invite à doser sa différence, montrer que l'on pense autrement, sans nécessairement défier ouvertement le groupe. Il faut choisir ses batailles, ses moments de parole, ses alliances. L'authenticité bien dosée crée du respect. Elle attire les esprits critiques, isole les suiveurs, et ouvre la voie à des échanges plus profonds. Cette stratégie de singularité maîtrisée est la clé pour garder sa puissance sans s'aliéner la communauté. Face aux groupes conformistes ou toxiques, Green propose de s'entourer d'individus lucides, divers, ouverts. Ces groupes de réalité cultivent l'intelligence collective sans écraser les individualités. Ils favorisent l'écoute, la contradiction féconde, l'exigence éthique. Travailler, dialoguer, créer avec de tels partenaires renforce la pensée critique et nourrit une appartenance positive. Ces espaces deviennent des antidotes à la dérive tribale et des incubateurs d'idées neuves. Green n'appelle pas à rejeter les groupes, mais à les transformer. Il montre que lorsqu'un collectif est fondé sur la clarté, la diversité et la coopération éthique, il devient un multiplicateur de sens et d'innovation. L'objectif est de créer ce qu'il appelle un groupe de réalité, c'est-à-dire un espace où les individus peuvent se confronter, s'écouter et grandir ensemble sans se perdre. Dans ces groupes, l'émulation remplace la rivalité, l'échange prévaut sur l'imposition. La conscience individuelle s'enrichit du regard des autres, mais sans se soumettre. Le collectif devient un tremplin pour l'individu et non une cage. Green cite des équipes de recherche, des collectifs artistiques, ou encore des mouvements civiques capables de préserver l'autonomie individuelle tout en réalisant des œuvres collectives puissantes. Ces groupes cultivent la nuance, l'humilité et la curiosité mutuelle. Ils sont aussi exigeants, ils reposent sur une sélection volontaire, une éthique de travail partagée et une tolérance à la contradiction. Ce sont des lieux de friction constructive, où le désaccord n'est pas vu comme un danger, mais comme un moteur. Chacun a un rôle à jouer dans la qualité du groupe auquel il appartient. Green invite le lecteur à devenir un ferment de lucidité, poser des questions, refuser les dérives, encourager les voix dissidentes. Être ce point fixe qui empêche le basculement dans la pensée unique. C'est un travail quotidien, exigeant, mais profondément libérateur. L'individu devient alors un artisan du collectif, un gardien de sa complexité. Il contribue à créer un espace où l'intelligence sociale rime avec liberté intérieure. À travers ce chapitre, Robert Greene met en lumière un phénomène souvent ignoré. La pression du groupe n'est pas seulement sociale, elle est psychique. Sous son influence, nous risquons de perdre notre autonomie, notre lucidité, notre singularité. Mais Greene ne propose pas une fuite vers la solitude ou le rejet du collectif. Il appelle à une transformation de notre rapport au groupe, devenir des participants conscients, critiques et créateurs d'intelligence collective. Résister à la dynamique descendante des groupes ne signifie pas se couper des autres, mais apprendre à interagir sans se diluer. C'est construire une posture intérieure forte,
capable d'influencer sans dominer, d'écouter sans se soumettre, de collaborer sans se trahir. Cette tension féconde entre appartenance et autonomie est la clé d'une maturité sociale profonde. Le défi posé par Green est exigeant, mais essentiel. Refuser le confort du mimétisme, oser la lucidité dans le collectif, et œuvrer à la création de groupes porteurs de vérité, de nuances et de liberté. Ce chemin exige courage, vigilance et constance, mais il ouvre la voie à une vie plus alignée, plus éthique et plus influente. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!